Sinon, votre week-end s'est bien passé? Très bien, je vous remercie. Tranquille. Votre week-end aussi s'est bien passé? Très très bien. Super. Super. Il y a du monde aussi là. Extraordinaire. C'est pas votre première venue? Si, aussi là, oui. Sérieux? Oui, Et Alger? oui. À Alger, je sais pas, 12 fois peut-être. Je suis venu 3 fois déjà cette année. D'accord. 3 fois déjà, cette année seulement. Oui, Ah, vous allez finir avec nous alors. absolument. Moi, je vous le souhaite. Merci. Allez, bienvenue à vous. Tiens, on va le présenter, notre invité. C'est celui que vous recevez ce matin. Vous êtes grande, c'est beau ça. J'ai pris des champignons ce matin, je sais pas ce qui se passe, je suis gentil avec tout le monde. Alors, alors ce matin, vous recevez sur le plateau, Soraya Boudrich, un monsieur et pas des moindres, auteur Dominique Vallon, bienvenue. Soraya Boudrich aussi, on va parler du Silan, on va parler de cette fameuse conférence qui s'est déroulée tout au long d'une journée, enfin une journée de conférence, parce que juste après, on enchaînera avec Marc Pernoud, qui est historien lui aussi, vient de l'autre côté de la Méditerranée, mais de la Suisse cette fois-ci. Et avec vous, on va parler des étudiants, de l'Union des étudiants algériens et français. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Alors Dominique Vallon, vous signez un essai très documenté sur les combats étudiants pour l'indépendance de l'Algérie. Alors c'est un récit dans lequel il est question bien évidemment d'une solidarité, d'une histoire collective, mais aussi et surtout de votre parcours personnel, hein, une petite histoire si je puis dire qui s'imbrique vraiment dans la grande, puisque militant anticolonialiste, partisan de l'indépendance algérienne et des pays africains, vous avez été président de l'amicale des élèves de l'IEP, l'Institut d'études politiques de Paris, en 1959-1960, vice-président algérien de l'UNEF, puis président de l'UNEF en 1962. Alors vous apportez un éclairage sur ce qu'a été la lutte de l'UNEF en faveur de l'indépendance algérienne et surtout son dialogue avec l'UGMA. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la genèse de cet ouvrage et surtout comment vous avez organisé votre travail de recherche, puisque c'est un ouvrage très documenté, où vous êtes penché entre autres sur les archives de l'UNEF? Oui, ben écoutez, au départ, j'avais pas l'idée de faire un ouvrage et encore moins un livre édité en Algérie. Donc je suis dans le bonheur total. C'était pour écrire des souvenirs de cette période militante, parce qu'il fallait en laisser une trace et que la mémoire disparaît. Et c'était destiné à ma famille, à des amis, des copains anciens de l'UNEF dans l'époque de la lutte pour l'Algérie. Et puis, quand il a été un petit peu lu, du coup, tout le monde m'a dit « mais ça vaut le coup de le compléter historiquement ». Et donc, effectivement, je suis allé à 3 ou 4 reprises aux Archives nationales à Fontainebleau, consulter tous les dossiers de l'UNEF, les dossiers de l'UGMA, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, j'ai comme ça pu raconter mon histoire en racontant l'histoire d'une lutte. Bon, il y en a eu de beaucoup plus importantes, mais celle-là est tout de même assez exemplaire parce que c'est l'ensemble des étudiants de France qui, à travers l'UNEF, étaient engagés dans le dialogue avec l'UGMA, donc en fait avec le FLN, à une époque où discuter avec le SGPRA était encore exclu par notre général de Gaulle. Oui. Alors c'est vraiment un ouvrage très documenté qui se lit très bien puisque vous avez fait le choix de proposer plusieurs chapitres vraiment très brefs. Donc il y a vraiment une fluidité si je puis dire dans le texte. Donc ça fera le bonheur aussi bien des néophytes que des passionnés d'histoire. Pour revenir sur votre parcours personnel, oui. Dans la première partie, vous écrivez, je cite, « À 14-15 ans, je n'avais pas les outils intellectuels et politiques pour construire une analyse du colonialisme, mais intuitivement, moralement, je sentais que la revendication d'autodétermination et d'indépendance nationale, qu'elle soit portée par un front communiste en Indochine ou un front nationaliste au Maghreb, était de même nature que celle de la résistance française contre l'occupant allemand. » Ce sont des mots très forts, une prise de position très forte. Vous dites aussi avoir haï très jeune Guy Mollet. On découvre que vous étiez un enfant très sensible à la politique, un jeune homme très politisé, et on a l'impression que cette génération des enfants de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, hein, de 1939-45, est arrivée à maturité politique en pleine crise de la décolonisation, et on a l'impression que cette jeunesse était très politisée et avait une conscience politique peut-être très précoce, plus précoce que les générations qui ont suivi. Je ne sais pas, souvenez-moi, d'abord mon père est mort dans la résistance, donc j'avais ça un peu dans les gènes. Et puis, bon, j'étais chrétien, militant catholique, et j'étais pour les prêtres ouvriers contre le Vatican et les évêques français. Et puis, il y a eu l'Indochine, et donc mon premier geste, après Dien Bien Phu, lorsque les Français ont été battus de manière dramatique par le Viet Minh, je suis allé, j'étais au lycée, il y avait un cours d'histoire et le professeur était communiste. Et toute la classe a quitté la salle pour protester contre un communiste qui venait
contribué à la défaite de la France au Vietnam. Et avec 2 copains, on est resté, on est allé le saluer. Et c'était mon premier geste anticolonialiste. Et alors ensuite, les choses se sont enchaînées naturellement, parce que dès le départ, cette guerre d'Algérie, je ne dis pas le 2 novembre, on n'a pas compris ce qui se passait, mais dès le début de l'année 1955, c'était clair que c'était une révolte nationale, que c'était une révolution. Et voilà, et donc ça m'a semblé évident de m'engager. Alors justement, votre ouvrage s'intéresse à toute cette période 1955-1962. Je pense surtout à l'année 1956, qui est une année très forte, très tendue. Il y a une rupture qui s'opère entre l'UNEF et l'UGMA, puisque l'UGMA demande à l'UNEF de durcir le ton, de prendre des positions un petit peu plus prononcées. Alors, pour Jean-Yves Sabot, par exemple, l'engagement de l'UNEF, on devrait prendre comme acte de naissance, entre guillemets, si je puis dire, l'année 1959. Pour d'autres, comme Robert Chapuis, lui, c'est en 1956, la date du changement de majorité à l'UNEF. Et pour vous, est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce qu'il y a une date vraiment fondatrice de l'engagement de l'UNEF ? Je pense qu'il y a une continuité, parce que lors du congrès constitutif de l'UGMA en France, en 1955, le représentant de l'UNEF, qui était un militant de gauche, a tenu un discours remarquable, formidable, qui allait dans le sens, dès le départ, de l'indépendance et du partenariat entre 2 pays libres. Et puis ensuite, ça a été difficile parce que, si vous voulez, faut savoir que Jean-Marie Le Pen était le président de l'association des étudiants en droit et que avec des séides, il faisait régner plus ou moins la terreur dans le quartier latin. Donc on était dans un climat de bataille. Et alors la bataille, ça mobilise, ça motive. Et si vous voulez, si au début l'UNEF a eu du mal à suivre l'UGMA, la date pour moi majeure à ce moment-là, c'est 1960. C'est celle où on prend une position claire en disant qu'il s'agit d'une guerre coloniale, et on ne peut y mettre fin que par la négociation politique avec le GPRA. Et à partir de là, l'UNEF a repris les relations avec l'UGMA. Je suis allé à Lausanne discuter avec le bureau de l'UGMA. Je suis allé l'été 60 à Tunis au congrès de l'UGMA. Tout à fait, oui. Et j'ai fait un discours pour les étudiants français devant Ferhat Abbas, Krimbel Kassem, Boussouf, Ben Tobal. C'était un peu délicat parce que je ne pouvais tout de même pas dire je suis avec vous, alors que en revenant en France, l'UNEF risquait d'avoir un contre-coup de ma présence. Donc, dès cette époque, pour moi, ça a été une époque où il se passait sans arrêt quelque chose. Il y avait sans arrêt des manifestations organisées, il y avait le dialogue avec l'UGMA. Et voilà, donc ces 2 dernières années ont été des années où l'UNEF a accompli ce qu'elle espérait pouvoir faire dès 1955 et que les tensions internes dans le milieu étudiant ont reporté à quelques années après. Oui. Justement, le 26 juillet 1960 à Tunis, c'était donc au 4e congrès de l'UGMA, vous avez ces propos, cette déclaration dont vous venez de parler, qui est des propos qui étaient très audacieux, puisque vous déclarez que l'UNEF stigmatise le caractère anachronique de la guerre d'Algérie, reconnaît l'existence d'une nation algérienne et affirme la nécessité d'ouvrir des négociations avec le FLN sur le cessez-le-feu et les garanties de l'autodétermination. On va retrouver cette déclaration plus complète en annexe dans l'ouvrage, puisqu'il y a un certain nombre d'annexes à la fin de cet essai. Vous avez été quand même pénalisé, il y a lieu de le signaler. Vous étiez interdit de vous présenter au concours d'entrée de l'ENA pendant plusieurs années. Quand vous faites cette déclaration... On m'a même supprimé le sursis pour que j'aille faire mon service en Algérie au lieu de continuer à être étudiant. Ah oui. Alors heureusement, les tribunaux en France ont encore un peu de liberté, enfin en avaient, et donc cette décision a été cassée, et voilà. Et vous étiez dans quel état d'esprit justement quand vous participez à ce congrès à Tunis ? Ah bah écoutez, à la fois j'étais un peu tendu parce que voilà, c'était tout de même délicat. En plus j'étais à Tunis alors que le bureau de l'UNEF m'avait demandé de ne pas y aller. Et c'est après avoir été à Rabat où j'avais rencontré les dirigeants de l'UGMA que je me suis convaincu on avait engagé le dialogue, il fallait aller jusqu'au bout. Donc j'ai convaincu le bureau national de l'UNEF de me donner le feu vert. Donc voilà, alors ensuite ça a été le bonheur parce que je me suis fait des amis, j'ai eu le plaisir de déjeuner 2 fois avec Mohamed Sedi Ben Yahya, qui était le directeur de cabinet de Ferhat Abbas, qui est un homme malheureusement qui est disparu beaucoup trop tôt. Et j'étais comme un poisson dans l'eau à Tunis. Oui.
Alors c'est un ouvrage composite en fait, qui vaut surtout par la foi, qui vous anime dans la constitution du syndicalisme étudiant, si je puis dire. Donc c'est vraiment un ouvrage avec ses sources, mais aussi ses interrogations, un ouvrage qui pourra peut-être constituer un véritable instrument bibliographique, qui appelle peut-être à de nouveaux travaux de recherche. Quel regard vous portez aujourd'hui sur justement la transmission de l'histoire au sujet de la guerre d'Algérie, que ce soit une transmission qui se fasse par l'écrit ou par l'écran, aussi bien en France qu'en Algérie? Écoutez, je dirais surtout par l'écrit, parce que, bon, ce qu'il y a, je crois qu'il faut d'abord dire qu'il y a eu du côté français un gros effort de l'école historique, Benjamin Stora évidemment, mais beaucoup d'autres, et il y a des livres qui ont clarifié complètement le 8 mai 45, le 20 août 55, etc. Et puis côté algérien, c'est d'abord une masse de témoignages, de récits, de mémoires. Et donc, il y a une matière très grande, et je pense, et ce que disaient les historiens hier aussi là, c'est que maintenant, ils ont un gros travail pour, à partir de cette masse de témoignages, une mine de sources d'informations, de construire un nouveau récit historique plus riche, plus complexe, et peut-être plus fort finalement. Justement, vous parliez du SILA, vous dédicacez cet après-midi votre ouvrage à partir de 15h. Oui, j'ai de la chance, je suis entre Ali Haroun et Reda Malek pour signer mon modeste livre. Oui. Un mot peut-être sur l'accueil que vous avez reçu au SILA Écoutez, chaleureux, ouvert, des dialogues dans tous les sens. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, on parle beaucoup de littérature, bien sûr, pendant ce Salon international du livre d'Alger. On va aussi avoir des rencontres qui portent sur l'adaptation cinématographique. Ce sera mardi et mercredi. Un dernier mot, peut-être, vous qui avez été président du CNC, qui avez fait évoluer ce service public en véritable institution. Vous êtes aussi fondateur du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt. Alors, qu'est-ce que le cinéma africain peut tirer d'un tel festival? Et surtout, quel regard vous portez sur le cinéma algérien? Écoutez, j'anime ce festival qui est dans une petite ville, mais qui est peut-être le plus important festival des cinémas africains en France. Et cette année, sur 32 films, il y a 7 films d'Algérie, alors que c'est pour toute l'Afrique. Et donc, à la fois, la situation est très difficile, et en même temps, il y a vraiment des gens qui ont des choses à dire et qui savent les raconter. Et donc, on aura Tariq Telia sera là, Merzak Alouache sera là, mais aussi l'équipe des jeunes qui ont fait Chantier Art, Abdel Mourzaza avec El Oued, enfin toute une série d'auteurs, et donc moi je suis optimiste. Dominique Vallon, combat étudiant pour l'indépendance de l'Algérie, donc signature cet après-midi, et puis il faut rappeler que vous participez à ce 19e SILA, que votre livre est disponible aux éditions Casbah. Merci encore. Merci à vous. Je vous souhaite bon séjour à Alger. Merci à vous. Merci. Et puis on rappellera juste que vous avez rencontré TV5 Monde, c'était à l'occasion de ce partenariat avec le SILA. Oui. Peut-être un mot avant d'annoncer Oui, c'était l'émission Maghreb Orient Express qui sera diffusée aujourd'hui, rediffusée demain sur TV5 Monde, en partenariat avec la logistique de la télévision algérienne. Et voilà, c'est une émission un petit peu en direct depuis ce SILA. On a donné la parole à des écrivains algériens et tant mieux. Et c'est tant mieux. Allez, l'interview, et puis on se retrouve juste après sur Canal avec un autre invité, Marc Pernou. Il est historien, il fait partie du ministère suisse des Affaires étrangères, et avec lui on parlera du rôle qu'a joué la Suisse durant la guerre de libération nationale. Allons-y. Depuis 2012, Yves Bigot dirige TV5 Monde, la chaîne francophone internationale diffusée dans plus de 200 pays. Qui sont vos téléspectateurs et comment se segmente l'audience de TV5 ? Alors, on a 4 types de téléspectateurs. Ce sont d'abord tous les voyageurs francophones de la planète, qui dans les chambres d'hôtel ou dans les maisons ou chez les amis où ils vont, veulent regarder des nouvelles et des programmes en français. Ce sont évidemment tous les expatriés aussi francophones de la planète. Ce sont tous les francophones qui donc ont été recensés comme étant 220 millions en 2010 sur la planète. Puis vous savez, on nous annonce bientôt 400 millions en 2025, peut-être 700 millions en 2050, principalement grâce à l'explosion de la démographie africaine. Et puis ce sont aussi, et c'est une particularité de TV5 Monde, à plus de 50% des francophiles, c'est-à-dire des gens qui ne parlent pas du tout le français, mais qui aiment la culture française ou l'art de vivre à la française et qui suivent nos chaînes à travers les langues de sous-titrage.
notamment ici en Algérie. Alors, vous parliez de l'explosion démographique en Afrique, donc on comprend bien que l'Afrique représente un bassin très important d'audience pour TV5 Monde, c'est une zone quand même très convoitée. Comment comptez-vous faire pour préserver votre identité? En développant des émissions spécifiquement à destination de l'Afrique, on a 2 chaînes d'une certaine façon qui sont dédiées à l'Afrique, TV5 Monde Afrique pour l'Afrique subsaharienne et puis TV5 Monde Maghreb Orient, mais qui est principalement regardée en Algérie, au Maroc, en Tunisie, même si elle est suivie aussi en Égypte ou au Liban. Et donc en créant des magazines comme Maghreb Orient Express, mais comme un certain nombre de magazines qu'on fait aussi pour l'Afrique. Alors vous allez enregistrer une émission spéciale à l'occasion du 19e Salon international du livre d'Alger. Quelles sont vos attentes sur cet événement? C'est une émission qui sera diffusée le dimanche de novembre. Le lendemain d'une journée historique pour l'Algérie. Ce sera une des dominantes de ce salon, de ce 19e salon, mais pas seulement. En tout cas pour nous, l'occasion est de faire une place nette à la francophonie à travers des écrivains à la fois qui ont d'expérience, et je pense notamment à Jarbali, auteur de Trop tard, mais aussi à des jeunes qui s'essaient à de nouveaux supports, la BD, les mangas. En 2012, vous aviez réalisé déjà une émission à Alger, c'était à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance algérienne, avec la collaboration de l'EPTV, la télévision publique algérienne. Alors, est-ce que la télévision demeure aujourd'hui encore un partenaire privilégié pour TV5 Monde ? NTV, de la télévision publique, nous a beaucoup facilité la tâche. Ce qui est fascinant aussi, j'en parlais tout à l'heure avec un des cadreurs caméramans de TV5 Monde, c'est aussi les échanges d'expériences. Il me disait, là il y a un collègue qu'on va rencontrer et qui était très enthousiaste, qui disait, nous on est très dynamique, on aime bien que ça bouge, n'hésitez pas dans le salon à innover, à proposer et tout. Donc c'est une expérience d'abord professionnelle et humaine intéressante. On a cette approche qui est vraiment une approche de partenariat partout où on va, justement pour mettre fin définitivement à cette mode un peu post-colonial, vous savez, de l'aide ou simplement du débarquement. Vous allez voir, on va expliquer l'Algérie au reste